Bonsoir à toutes et à toutes. Bienvenue pour cet atelier. L'atelier de ce soir. L'atelier de ce soir, c'est l'AFH de demain, évolution et perspective. Pour rappel des objectifs de ce soir, c'est identifier, d'abord, c'est faire émerger les attentes pour alimenter le projet associatif. Alors, on va vous expliquer ce que le projet associatif est. Identifier vraiment les besoins et les changements par rapport aux nouveaux traitements que cela va induire au niveau des parcours de soins et impliquer aussi au niveau de notre communauté et au point de vue associatif sur l'AFH. Proposer des pistes de travail pour prendre en compte ces changements et puis ensuite analyser aussi l'impact de ces changements avec les relations que nous avons aujourd'hui entre l'AFH, les centres de traitement et la filière mémo. Donc ce soir, les intervenants, donc le modérateur sera moi-même. Ensuite, nous aurons deux docteurs qui sont donc Sophie Suzanne du CRC de Lille, du Centre de ressources et de compétences de Lille, et Roselyne Doiron du Centre de ressources et de compétences de Bicêtre. Et ensuite, deux bénévoles de l'AFH, Marc Vincent, qui est le responsable du groupe de travail adhérents bénévoles et comités, et Édouard Hamelin, le trésorier de l'AFH, notamment qui travaille avec un groupe de travail. Et on va commencer par la présentation d'Édouard. Donc, le sommaire, la définition du projet associatif, la présentation du projet stratégique de l'AFH. Ensuite, une présentation du docteur Sophie Suzanne sur la filière mémo. Qu'est-ce que c'est la filière mémo? Qu'est-ce que c'est un centre de ressources et de compétences? Et puis, comment cela fonctionne, notamment au niveau du bureau de la filière. Et donc, l'implication entre les professionnels de santé et l'Association française des hémophiles. Vous aurez aussi, on va vous poser en direct un petit questionnaire. Très bien. Donc, nous en étions au questionnaire dans la troisième partie. Nous irons ensuite donc en quatrième partie sur un retour d'expérience, donc avec les docteurs Suzanne et Doiron dans leurs CRC respectifs, donc de Lille et de Bicêtre. Ensuite, nous vous ferons une synthèse des réponses au questionnaire que nous vous aurons soumis. Et en conclusion, avant de conclure, nous répondrons, parce qu'il y a un certain nombre de questions qui nous sont parvenues. Donc, merci pour cette contribution. Et voilà, et ensuite nous conclurons le sujet. Et comme vous l'aurez compris, le sujet de ce soir, ça ne se limite pas à un atelier, c'est en continu, puisque voilà, vous le verrez au fur et à mesure de cet atelier, c'est un travail qu'il faut renouveler sans cesse, réfléchir sans cesse par rapport aux changements qui interviennent, par rapport à l'actualité et par rapport aux besoins qui changent. Voilà. Nous allons essayer de rentrer bien dans le détail ce soir. Donc, Émilie, ce que je te propose, c'est que je vais faire moi-même le partage, si ça te va. Je vais arrêter Nicolas qui partage là, il est revenu. Nicolas, tu es revenu. Merci Édouard d'avoir relevé le challenge en direct, les aléas de la technologie. J'arrête mon partage. S'il te plaît, merci à toi. Donc, comme l'a précisé Nicolas, je vais entamer donc la première partie pour essayer de définir le cadre et notamment de ce qu'est d'une manière générale un projet associatif. Et ensuite, pour aller de manière plus précise sur le projet associatif de l'AFH. Voilà, comme je vous le disais dans cette partie, essayer de regarder précisément la définition d'un projet associatif. Projet associatif, plan stratégique, hein, qui veut dire quasiment la même chose. Alors, un projet associatif, quel est son objectif? À quelles questions permet-il de répondre? Déjà, ça permet de définir qui est derrière ce projet, qui est l'association, de définir. Ensuite, de voir dans quelle direction souhaite aller le mouvement, la communauté, l'association, l'ensemble de personnes, donc la direction. Et enfin, pour terminer, de quelle manière nous allons y aller ensemble. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc voilà en gros
quoi va pouvoir répondre un projet associatif d'une manière assez générale. Ensuite, donc, voilà, les objectifs plus précisément d'un projet associatif. Donc, je vous ai surligné en noir les idées maîtresses, donc qui sont pas forcément par ordre d'importance. Hein. Une première idée est de pouvoir donner du sens voilà, aux actions d'une association, voilà, toutes les actions, les communications, les démarches entamées par un groupement, une association. Ça permet également donc de faire le point sur l'association. Quand je dis faire le point, ça peut être notamment faire un diagnostic, de savoir où en est l'association, quelles sont les ressources de l'association, quels sont les moyens dont elle dispose, voilà, les ressources humaines, les ressources financières. Voilà, c'est ça notamment faire le point. Avoir une ligne directrice commune, c'est par rapport à l'ensemble de ces ressources, l'ensemble des démarches, c'est de s'assurer que l'ensemble des parties qui constituent l'association ou le groupe, dedans, donc il y a bien sûr donc les bénévoles, les salariés, les adhérents, il peut y avoir aussi les membres bienfaiteurs, les partenaires, s'assurer qu'il y a bien une direction commune avec l'ensemble de ces personnes et de ces ressources. Un élément aussi important, en dernière partie, en fait, ça permet aussi de montrer à l'extérieur de l'association ce qu'est l'association et ce qu'elle fait. Voilà. Et ça permet peut-être d'avoir une visibilité à la fois qui est meilleure, qui est peut-être plus lisible, plus claire pour les autres. Voilà. Et c'est important parce que cette communication permet bien sûr d'impacter directement les ressources. Alors, les ressources financières, mais aussi humaines. Comment recruter des bénévoles, comment recruter des salariés, de nouveaux adhérents. Voilà. Et ça permet aussi de peut-être s'associer avec d'autres partenaires, d'autres associations sur des projets communs pour multiplier les forces et avoir plus d'impact sur les démarches. Voilà. Donc, voilà un petit peu le cadre posé sur la définition et le rôle d'un projet associatif. Alors, d'une manière plus précise, concernant l'Association française des hémophiles, elle s'est dotée, donc il y a quelques années, il y a 4 ans, d'un plan stratégique, voilà, qui courait donc initialement en fait sur la période 2017-2019, dont un certain nombre d'entre vous, j'imagine, ont sûrement pris connaissance, puisqu'il y a une grande communication de fait sur ce plan stratégique. Il est bien sûr de toute façon disponible sur le site de l'AFH et vous permet voilà, de retracer un petit peu les lignes directrices et d'expliquer aussi un petit peu ce que fait aujourd'hui l'AFH, quelles sont ses actions, et ça permet aussi à la fois de l'extérieur de voir ce que fait l'association et de savoir si c'est bien en cohérence avec ce plan stratégique, mais c'est également au moment où, à l'intérieur de l'AFH, le bureau, les administrateurs, les adhérents, quand ils émettent des idées, c'est de s'assurer que ces idées, si elles se concrétisent en action, sont bien en cohérence avec les grandes lignes directrices de ce plan stratégique. Voilà. Donc, pour information, nous sommes à un moment charnière du plan stratégique, dans le sens où le plan stratégique dont je vous parle, qui s'affiche là à l'écran en couverture, courait initialement jusqu'en 2019 et il a été prorogé jusqu'en 2020. Voilà, donc il court jusqu'à la fin de l'année et des travaux sont en cours, mais nous en dirons un petit peu plus tout à l'heure, sur le nouveau plan stratégique qui va donc démarrer et prendre la suite de celui que vous voyez à l'écran. Donc, quelles sont les origines du plan stratégique de l'AFH? Il y en a deux. Il y a tout d'abord ce qui constitue le fil conducteur de l'Association française des hémophiles et autres maladies hémorragiques rares, que nous pourrions résumer dans la vision de l'AFH. Elle se caractérise en 3 mots: c'est garantir, améliorer et guérir. Donc, dans garantir, dedans, il y a les notions de sécurité, donc sécurité des traitements notamment,
des notions de qualité des traitements, qualité des soins, et également l'accès aux soins. Voilà. De garantir l'ensemble de ces éléments sur tout le territoire français. Voilà. Un autre élément, c'est améliorer. Améliorer, et plus précisément, c'est la qualité de vie. Voilà, donc par un certain nombre de thématiques que l'AFH développe, qui ont bien sûr été développées pendant ce congrès, vous avez pu le voir. Voilà, donc voilà pour le deuxième point de cette vision. Et le troisième point, il est ambitieux, hein, c'est guérir l'ensemble des maladies hémorragiques rares. Voilà. Donc l'idée, c'est que l'AFH puisse contribuer à cette action. Évidemment pas seule, l'AFH ne le fera pas seule, mais qu'elle puisse contribuer, qu'elle puisse communiquer sur ce qui se fait aujourd'hui à travers des laboratoires, à travers des professionnels de santé, à travers des chercheurs. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà pour la vision de l'AFH. De cette vision, l'AFH s'est donné plusieurs missions, hein, qui découlent de cette vision. Et ces missions, voilà, elles se listent au nombre de 4. Il y a informer, donc ça veut dire transmettre une information de qualité à l'ensemble des membres et non-membres de l'AFH, l'ensemble des personnes concernées par la maladie hémorragique rare. Une deuxième mission qui est de former, hein, former en vue de transmettre du savoir afin que l'ensemble des personnes concernées, à la fois donc, les patientes, les patients, les proches de patients, mais aussi les professionnels de santé, les autorités, sur ce que sont les maladies hémorragiques rares actuellement. C'est également soutenir. Hein, soutenir, c'est accompagner, c'est ne pas laisser des personnes sur le bord de la route. Voilà, c'est vraiment s'assurer que l'ensemble des personnes concernées par la maladie hémorragique rare soient bien touchées par l'ensemble des démarches de l'AFH. Et un quatrième point qui constitue donc le dernier point des missions de l'AFH, la dernière mission de l'AFH, c'est innover. Dans l'innovation, c'est notamment permettre à l'ensemble des personnes concernées d'être au courant de toutes les innovations, et elles sont très nombreuses en ce moment. Donc le rôle de l'AFH aujourd'hui est absolument primordial pour s'assurer que l'ensemble des personnes concernées soient bien au courant et soient bien aussi en capacité de choisir aux côtés des professionnels de santé, à travers notamment les processus de décision partagée, d'être parfaitement au courant, d'être le mieux au courant possible sur ces notions d'innovation. Voilà, donc voilà pour les origines du plan stratégique de l'AFH. Alors, comment se déroule, comment se fait un plan stratégique? J'ai retenu 3 étapes. La première, c'est l'écriture, hein, voilà, parce qu'il y a un moment donné où il faut définir à la fois les différents actes d'un plan stratégique que je vais vous décrire tout à l'heure. Voilà, et pour ça, il faut écrire l'ensemble des axes, et il faut développer, préciser le périmètre de l'ensemble de ces actes d'un plan stratégique. Ensuite, ce plan stratégique est soumis à des amendements, et ce n'est pas seulement en interne auprès des administrateurs, mais c'est aussi auprès de l'ensemble des adhérents de l'AFH. En tout cas, c'était le cas en 2016, avant le lancement du plan stratégique qui a démarré donc en 2017. Et ensuite, ce plan stratégique est soumis au vote. Donc le dernier a été soumis au vote en 2016, qui a été voté à la quasi-unanimité pour voilà, ensuite être mis en place à partir de 2017. Donc le plan stratégique actuel de l'AFH repose donc sur 5 axes qui donc ont leurs origines à la fois la vision et les missions de l'AFH que je vous ai citées tout à l'heure. Donc, je vous les ai indiqués ici de manière simplifiée, sachant que dans la slide suivante, en fait,
que je vous présente ici. Vous avez plus le détail, donc les slides seront disponibles à partir de demain. Donc, c'est des notions que vous allez retrouver dans la vision et dans les missions de l'AFH. Le premier, donc, c'est la santé. La santé, donc je vous ai cité tout à l'heure sur la santé ce que j'entendais par là, c'est-à-dire ce que l'AFH entend par cette notion-là, sécurité et qualité, l'accès également, l'accès aux soins pour tous. Tout à l'heure, je vous ai également parlé d'information. Dans l'information, il y a également formation. Et évidemment, dans l'information, la formation, il y a également la notion d'éducation thérapeutique du patient, qui a fait l'objet d'un atelier il y a quelques jours là-dessus. Donc, c'est une information à la fois très actualisée, puisque évidemment, il y a des notions d'innovation qui font que elle doit être constamment mise à jour, et permettre aussi cette information et ces formations qui sont dispensées permettent aux patientes et aux patients et aux proches d'être beaucoup plus en autonomie par rapport aux maladies hémorragiques rares et d'être en capacité aussi d'avoir un dialogue beaucoup plus fluide avec les professionnels de santé. Il y a un troisième axe qui est l'axe de la recherche. Alors, dans la recherche, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il y a deux éléments. Il y a un premier élément qui est de contribuer très concrètement et notamment d'une manière financière, mais pas seulement, et aussi contribuer d'une manière en choisissant des thèmes de recherche pour ensuite participer à leur financement. Voilà. Donc pareil, hein, ça vous a été présenté aussi, c'était lundi dernier, voilà, sur des projets de recherche qui ont déjà été financés, choisis puis financés par l'AFH. Mais la recherche, c'est pas seulement ça. Je vous ai parlé tout à l'heure d'innovation. Dans la recherche, ça a été, et je tiens à remercier très précisément notamment Geneviève Piétu, qui a largement contribué dans ce domaine, c'est aussi à rendre accessible l'ensemble des innovations, rendre accessibles les projets de recherche qui parfois peuvent être très très techniques, et le travail de l'AFH et une des missions du groupe de travail recherche a été justement de communiquer beaucoup avec et de communiquer, d'expliquer et de rendre accessible l'ensemble de ces données sur la recherche. Un quatrième axe est celui de la solidarité. La solidarité, ça consiste notamment à faire profiter, au-delà de nos frontières, de l'expertise et des ressources de l'AFH pour aider, pour accompagner un certain nombre de pays qui ont un accès aux soins qui est à développer, qui est en accès au traitement qui est aussi à développer, qui ont besoin d'accompagnement, notamment pour monter des structures à la fois associatives et aussi d'un point de vue plus médical, pour former des professionnels de santé et les aider à construire une organisation qui soit en capacité de mieux recevoir les patients. Donc voilà, c'est tout ça. C'est tout ça la solidarité, et ça se voit notamment à travers un groupe de travail sur l'action internationale. Ensuite, les derniers axes, ça concerne les ressources. Les ressources, donc, ce sont à la fois les ressources humaines, et dans les ressources humaines, il y a les bénévoles, il y a les salariés, et aussi il y a bien sûr l'ensemble des adhérents et des membres bienfaiteurs qui contribuent largement à faire fonctionner l'AFH et à rendre l'ensemble de ces idées possibles en action. Voilà, donc ça, ce sont les ressources humaines, et aussi, bien évidemment, il y a les ressources financières que nous devons rendre pérennes afin de s'assurer une indépendance de notre organisation, de l'AFH. Voilà. Donc voilà, en 5 axes, comment peut être résumé le plan stratégique de l'AFH. Évidemment, si vous voulez en savoir un peu plus, donc la slide suivante vous détaille un petit peu plus les 5 axes, sachant qu'évidemment, comme je vous disais tout à l'heure, le plan stratégique
2020, est disponible sur le site de l'AFH. Voilà. Ensuite, nous vous en dirons un peu plus tout à l'heure sur le nouveau plan stratégique qui est à venir. Nicolas, c'est à toi. Merci Edouard pour cette belle présentation. Donc, on l'a bien compris, l'AFH de demain, voilà, ça fait partie d'un plan, mais ça a aussi un recueil. Donc, on reviendra sur ce sujet-là un peu plus tard. Mais aussi, l'AFH se fait avec les professionnels de santé, avec l'articulation des centres de ressources et de compétences et dernièrement avec la filière MEMO. Donc, maintenant, je vais laisser la place à Sophie Suzanne, au docteur Sophie Suzanne, au professeur Sophie Suzanne, excusez-moi, présenter la filière MEMO et un petit peu, voilà, qu'est-ce que c'est un CRC et comment ça fonctionne et comment, tous ensemble, avec l'AFH et les professionnels de santé et la filière, comment tout cela fonctionne. Professeur, c'est à vous. Merci beaucoup, Monsieur Giraud. Donc, merci d'abord pour cette invitation et puis pour l'occasion que vous nous donnez de présenter un peu le travail que l'on fait en commun, qui paraît peut-être un peu abscon pour certains, parce que c'est vrai qu'il y a des termes très techniques qu'on va essayer de définir. Donc, je ne sais pas qui partage l'écran, si c'est moi ou si les diapos viennent d'ailleurs, mais je peux partager mon écran. Comme vous voulez. Bon, c'est égal. Bon, je vais partager mon écran alors, si je le retrouve. Voilà. Donc, la première question à laquelle je vais tenter de répondre en mettant en diaporama, en espérant que Roselyne Doiron, ici présente, m'interrompra et commentera si je dis des bêtises, c'est répondre à la question: un CRC, c'est quoi? Alors, un CRC, déjà, c'est un centre de ressources et de compétences. Ce n'est pas une terminologie très parlante en soi. Mais dans nos esprits, ça correspond vraiment à quelque chose une entité particulière qui est la réunion de professionnels de santé autour de la prise en charge des maladies hémorragiques. Et il y a une vraie, communauté de prise en charge, quelles que soient les pathologies plaquettaires, Willebrand, hémophilie. Il y a un vrai parcours de soins identique, et donc il y a une vraie cohérence à ce que ce soit regroupé dans une entité qu'on appelle CRC. Donc, prise en charge pluriprofessionnelle, pluridisciplinaire, dont le cœur de métier est vraiment les maladies hémorragiques, avec l'engagement à donner un conseil 24 heures sur 24 sur le plan médical, ce qui veut dire organiser au niveau de l'institution, au niveau de nos centres hospitaliers, organiser des correspondants au niveau des services d'urgence, etc. Et donc, organiser des stocks de médicaments et faire en sorte que la prise en charge soit facilitée en cas d'urgence, avec un volume minimum, c'est-à-dire qu'il faut, pour avoir l'expertise au niveau régional ou suprarégional dans ces pathologies, il a été considéré qu'il faut un minimum de patients suivis dans le centre, ce qui garantit une sécurité et peut-être aussi la mise à disposition de moyens, ou en tout cas l'organisation au sein du centre pour répondre à cette question de pluriprofessionnel et pluridisciplinaire. C'est aussi l'engagement des professionnels de santé à prendre en charge l'animation d'un bassin de population, l'animation auprès des autres professionnels de santé qui ne sont pas du centre, mais ça peut être des correspondants dans des centres hospitaliers de plus petite taille, ou auprès par exemple des infirmiers et infirmières de ville. Voilà, ça peut être, c'est quelque part un engagement dans la pérennité de cette animation régionale ou suprarégionale, et donc dans quelque chose qui dépasse le soin direct. Et donc vous avez la carte, c'est les petites gouttes grises. Vous voyez, il y a une trentaine de centres en France, avec des centres en Martinique, à La Réunion, en Guadeloupe. Et donc voilà, c'est ça un centre de ressources et de compétences. Peut-être que je vais laisser Roselyne compléter. Après, on va passer à la filière, mais je ne sais pas, Roselyne, si tu veux rajouter des choses.
Je pense merci d'abord et bonsoir à tout le monde. Peut-être rajouter aussi que si c'est le cœur et le noyau, finalement, le maillon de cette chaîne au sein d'une communauté pour pouvoir accueillir et prendre en charge les personnes qui ont une maladie hémorragique rare, il y a aussi plein d'autres acteurs que tu vas détailler, je pense, dans le cadre de la description de la filière, mais au niveau, on va dire, nucléaire, de ce que peut représenter un CRC, il y a aussi des pharmacies hospitalières, il y a des laboratoires d'hémostase spécialisés, des laboratoires de génétique. Et donc, c'est tout un ensemble qui intervient et pour les différentes étapes partant du diagnostic à la définition d'une stratégie thérapeutique et sa mise en œuvre avec tous les acteurs et l'organisation des soins et en lien aussi avec les acteurs qui sont en ville. Ouais, c'est une espèce d'entité minimale en deçà duquel la totalité de la prise en charge n'est pas réalisée, comment dire, ne peut pas être réalisée dans l'ensemble des conditions nécessaires, en d'autres termes, que du diagnostic jusqu'à la thérapeutique, effectivement. Alors ensuite, il y a MEMO. Donc MEMO, c'est la filière des maladies hémorragiques constitutionnelles avec tous ces logos qui n'ont pas que de valeur que de logo, mais pour ce qu'ils représentent, c'est-à-dire que l'Association française des hémophiles est une partie totalement intégrante, indispensable, puisque les filières se sont constituées dans leur essence autour de l'interaction entre les professionnels de santé et les associations de patients. Donc, c'est quelque chose que nous partageons et c'est quelque chose que nous mettons en action ensemble. D'ailleurs, donc là, vous retrouvez l'adresse du site MEMO qui est quand même l'objet de beaucoup de travaux pour alimenter son contenu. Et donc, pour ceux qui toutefois n'y seraient jamais allés, je vous incite à aller le visiter. Donc, la filière de maladies, pourquoi des filières de santé maladies rares? Donc, un tout petit point d'historique. Vous savez qu'en France, il y a eu un premier plan national de maladies rares, 2005-2008, dont l'objectif a été finalement d'identifier et de commencer à structurer la prise en charge des maladies rares. Et donc, dans ce premier plan ont été identifiés les centres de référence pour l'hémophilie et autres déficits constitutionnels de protéines de la coagulation, le centre de référence de la maladie de Villebrand et le centre de référence des pathologies plaquettaires. Donc ça, c'était un premier pas vers la reconnaissance d'une nécessité de plus que du soin direct, mais de l'animation, de la structuration, justement du fait de la difficulté compte tenu de l'appartenance de ce groupe de pathologies et des pathologies rares. Donc ça, c'était le socle. Et puis est arrivé le deuxième plan maladies rares. Et dans ce deuxième plan maladies rares, il y a eu l'identification au niveau national de structures qui permettaient d'animer un peu ce réseau de centres de référence. Quelque part, dans le deuxième plan, la filière, elle avait un rôle vraiment à ce moment-là d'animateur. Donc, on met en commun des centres de référence, une expertise des centres de référence, les associations de patients, et on essaye d'identifier ensemble des actions de formation, de thématiques de recherche. C'était une première ébauche de ce que sont aujourd'hui les filières. Et puis donc, il y a eu la constitution de la filière maladie hémorragique constitutionnelle MEMO. Ça allait quelque part de soi, parce qu'on était déjà un peu structuré en centre de ressources et de compétences avec, pour nous, professionnels de santé, les maladies hémorragiques constitutionnelles, c'est vraiment une entièreté. On ne se verrait pas couper en différentes parties notre exercice. C'est vraiment quelque chose, ça correspond à une entité, peut-être contrairement à d'autres filières qui sont moins cohésives sur le plan de la prise en charge. Et le troisième plan maladies rares, donc c'est celui qui est en cours. Il a associé deux ministères, le ministère de la Santé et le ministère de la Recherche et de l'Enseignement. Il a été déployé en 2018. Et donc, la filière MEMO a été reconduite et elle a été reconduite et même renforcée, je dirais, dans son identité et dans son mode de fonctionnement. Donc,
encore une fois, pourquoi la filière mémo? Parce qu'il y a une communauté claire dans les pathologies que l'on a à prendre en charge. Une particularité de notre filière, c'est qu'il y a peu de centres de référence, mais il y a une vraie homogénéité on a une seule association de patients, c'est une seule catégorie de professionnels, et vraiment, il y a une communauté des pathologies du parcours de soins. Une proximité des équipes médicales et paramédicales, des plateformes génétiques communes, des plateformes de diagnostic hors la génétique commune, une communauté claire de projets de recherche et d'études épidémiologiques et un registre qui est une particularité de notre filière, un registre national commun qui est le réseau France-Coag. Et là aussi, l'existence d'une association de patients unique pour toutes les maladies hémorragiques constitutionnelles. Donc, s'il y a une question qui s'est posée à un moment, c'est de savoir s'il fallait maintenir le niveau centre de référence. Par contre, l'identité de la filière mémo, elle n'a, à ma connaissance, pas été discutée, en tout cas pas entre nous au moment de la réponse à l'appel d'offres. Donc, à nouveau, vous voyez cette carte. Donc, la filière qui coordonne les activités des centres de référence et des centres de ressources et de compétences autour d'un projet commun pour lequel il faut se mettre d'accord, un peu comme vous allez le faire pour votre plan d'action. Nous, c'est pareil, on a un plan d'action et on s'est mis d'accord ensemble. Et vous voyez qu'il y a des acteurs et des partenaires, des acteurs et des partenaires, associations de patients, unités de recherche, réseau européen aussi, parce que la France est assez en avance pour les maladies rares, et un des projets est de faire en sorte qu'en Europe, il y ait une espèce d'égalité de prise en charge des pathologies, et aussi qu'on puisse être mobile au sein de l'Europe et avoir un dossier à un moment qui suive, qui mette une égalité des chances, quel que soit le lieu où on se trouve. Des représentants des professionnels de santé, des sociétés savantes, France Coag, les pharmacies hospitalières comme l'a mentionné Roselyne, les laboratoires de diagnostic génétique, mais pas que génétique. Et voilà, c'est tout ça la filière mémo et les unités de recherche évidemment. C'est tout ça cette filière, et ensemble on a pour mission de coordonner des actions entre les centres de traitement partenaires, informer les patients, rassembler l'ensemble des acteurs autour d'un projet commun qui a été écrit en commun. Et on pourra revenir sur le fait que l'ensemble d'écrire en commun, parfois c'est plus compliqué que d'écrire tout seul, mais c'est ça qui fait la richesse. Animer les rencontres et les échanges au sein de la filière, ça on le fait ensemble de façon très régulière. Et puis valoriser le réseau de soins existant, qui est composé donc de multiprofessionnels, et puis aussi de l'association de patients et des patients, même ceux qui ne font pas partie de l'association. Donc la gouvernance, pour faire vite et pour laisser part à la discussion, il y a un bureau qui est l'organe qui se réunit le plus souvent, qui veille au respect des engagements et au fonctionnement de la filière, qui est garante des échanges entre la filière et la DGOS et assure la gestion des finances et des activités. Donc, on a un chef de projet que vous avez vu, qui était hier, je pense, à un des ateliers, qui s'appelle Stéphanie Riegenbach, qui est indispensable au bon fonctionnement puisqu'elle nous permet de nous réunir, nous rappelle à l'ordre, nous renvoie des messages. Et ce bureau, donc, il est constitué des représentants de l'AFH, des représentants des centres de référence et de la présidente de France Coag, Roselyne Doiron. Donc, ça discute beaucoup dans notre bureau. Parfois, on n'est pas d'accord. Souvent, on essaye de se mettre d'accord. C'est très riche et c'est important que ça puisse être le lieu d'expression des différences de points de vue et que finalement, à la fin, on arrive à décliner des actions coordonnées. Il y a ensuite le conseil scientifique Mémo France Coag qu'on a voulu être un organe unique parce que tout ce qui est France Coag étant des maladies hémorragiques constitutionnelles, il n'y a aucune raison de discuter d'un côté du registre, de l'autre côté des projets de recherche. Ça, c'est ce qu'on faisait dans l'exercice précédent. C'était sans intérêt parce qu'au lieu de renforcer les discussions, ça les appauvrissait puisqu'il fallait les avoir de deux côtés différents avec des intervenants différents. Donc, ce conseil scientifique, ce n'est pas virtuel, ça se réunit régulièrement et on examine un certain nombre de projets. Et puis, il y a un comité de pilotage qui est en charge de la promotion des programmes d'éducation thérapeutique
de la transition entre ville, de la transition enfant-adulte, du lien entre ville et hôpital, de la recherche clinique. Et voilà, tous ces organes de gouvernance collaborent beaucoup. Et ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, dans la deuxième dans la deuxième exercice de la filière, de mon point de vue de professionnel de santé, il y a quelque chose de beaucoup plus concret et de beaucoup plus pragmatique de la filière, avec des actions vraiment ce qu'on appelle des livrables que vous n'avez peut-être pas, dont vous n'avez peut-être pas conscience pour aujourd'hui, mais comme le nouveau carnet de santé papier, comme un certain nombre d'actions qui sont vraiment le fruit d'interactions communes entre les centres de référence et l'association française des hémophiles et l'ensemble des partenaires qu'on a cités. Voilà, donc nous aussi, on a un projet avec des axes qui sont d'ailleurs accessibles. Le plan d'action est accessible sur le site de Mémo. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc, il y a l'axe qui est centré sur le parcours de soins, un axe sur la recherche, qu'elle soit clinique, fondamentale, translationnelle, qu'on essaie d'animer avec un certain nombre de documents, avec un certain nombre de réunions aussi. Un axe international et européen qui est important et un axe de formation et d'information. Voilà, c'est un projet à 5 ans. Donc, on est quasiment au milieu, puisqu'on est 2018-2023. Voilà, j'en ai fini pour cette présentation. Merci beaucoup, professeur Suzanne, pour cette présentation. Alors, n'oubliez pas qu'il y a le chat pour poser vos questions. Nous avons reçu aussi certaines de vos questions en amont de l'atelier. Donc, nous les avons et on y répondra à la fin avec une question-réponse et un débat, tout ça entre nous. Et maintenant, je vais laisser la parole à Marc pour essayer de faire connaissance un peu avec les participants de cet atelier, Marc. Voilà, le but, c'est effectivement de faire un petit sondage assez rapide pour savoir qui vous êtes et sur certains points que nous avons choisis, qui ne sont absolument pas exhaustifs pour ce qui va concerner le projet associatif et le plan stratégique. Donc, on part bien du principe que ce projet associatif, ce plan stratégique se construisent avec tous les adhérents. Donc, tout à l'heure, Édouard a montré un petit peu quelle était la méthodologie qu'on avait décidé de mettre en place, mais aussi en incluant les partenaires, donc les partenaires de soins. Donc là, on vient d'avoir une présentation de la filière Mémo, des centres de traitement, et tout ça, il y a un groupe qui travaille. Et là, on va faire un petit sondage. Le résultat de ce sondage, ce sera simplement une petite partie qui sera versée à l'ensemble des contributions, parce qu'en fin de session, on vous rappellera que vous pouvez chacun individuellement faire une contribution pour la construction de cette première étape donc, du projet associatif et du plan stratégique. Donc, il va y avoir là, on va vous faire un petit questionnaire assez rapide. Donc, Émilie, si tu peux le mettre en route. Voilà, donc il s'agit simplement de cocher les cases qui vous concernent. Donc, votre pathologie, votre âge, enfin votre tranche d'âge. Il faut dérouler en fait. Il y a plusieurs questions, donc il faut juste dérouler. D'accord. Voilà. Donc, alors, ensuite, votre distance par rapport au centre de soins. Est-ce que vous êtes très proche, de moins de 5 km jusqu'à plus de 200 km? On sait que les conditions ne sont pas les mêmes pour tout le monde et c'est important. Il faut qu'on puisse tenir compte de tout ça. La quatrième question, c'est quel est votre traitement? Un traitement en prophylaxie ou à la demande? Est-ce que vous avez un nouveau traitement ou un nouveau traitement est prévu? Ou alors vous avez l'intention de switcher, c'est-à-dire de changer pour un traitement plus récent.
On pense à Hemlibra, mais il y a un tas d'autres nouveaux traitements qui se mettent en place. Ça évolue énormément. La 5e question, c'est par rapport au traitement. Est-ce que vous auriez besoin de formation ou d'information sur ces traitements? Parce que quand on est tout seul dans son coin, on n'a pas forcément tous les éléments pour pouvoir décider. Le médecin qui vous suit est là, mais est-ce que vous auriez besoin de formation? La 6e question, ça concerne le nouveau carnet de suivi. Donc là, on rejoint donc les travaux qui ont été faits avec Memo. Est-ce que vous l'utilisez? Est-ce que vous en avez eu connaissance? La 8e question, c'est lié à ce qui a pu se mettre en place. Et ensuite, donc, le docteur Roselyne Doiron et Madame Suzanne parleront des expériences parce que des consultations avec notamment la crise sanitaire actuelle, elles ont évolué. Est-ce que vous avez déjà eu une consultation à distance, e-consultation, dit-on? Et si oui, est-ce que vous pensez que c'était satisfaisant, très satisfaisant ou incomplet? Et de la même manière, pour ce nouveau mode de consultation, est-ce que vous auriez besoin de formation, d'information venant soit de l'AFH, soit du milieu médical, de votre centre de traitement? Voilà, donc ça a été assez rapide. Ce que je veux dire, c'est que c'est une image, vous êtes à peu près une cinquantaine, c'est un échantillon qui permettra d'alimenter le groupe de travail sur le projet associatif et le plan stratégique. Alors, Marc, j'ai juste une remarque. Pour soumettre le questionnaire, il faut répondre à toutes les questions. Parce que personnellement, moi, je n'ai pas eu de e-consultation, donc j'ai répondu non. Et ensuite, la question 9, je n'ai pas répondu, mais je ne pouvais pas soumettre les questions. Donc, il a fallu que je choisisse un choix sur la question 9. Donc, moi, personnellement, j'ai choisi incomplète. Et là, je peux soumettre. Donc, voilà, s'il y a d'autres personnes dans ce cas, voilà. Je dois avouer que je n'ai pas essayé le questionnaire avant, donc… C'est pas grave. Non, non, mais… Voilà, donc je pense que vous avez tous eu le temps de répondre, c'est assez rapide. Donc maintenant, il me semble, Nicolas, qu'on va laisser la place pour… Oui, alors moi, j'ai quelques questions déjà avec les professionnels de santé, avec vous, professeur Suzanne, et peut-être et vous aussi, docteur Rosenbaum, par rapport… on parle de l'AFH de demain. Alors, il y a les questions, je reviendrai sur les questions qui ont été posées et qui sont, je vois qu'il y a déjà dans le chat des discussions et c'est très bien, des échanges. On parle de l'AFH de demain, perspective, mais est-ce qu'à ce jour, à travers ce que nous vivons en ce moment, à travers cette crise sanitaire, est-ce qu'on ne vit pas déjà un peu le demain, quoi? Parce que voilà, on parle e-consultation, visioconférence, ça fait longtemps qu'on en a entendu parler, mais ça paraissait presque inaccessible, presque impossible. Et là, du jour au lendemain, c'est rendu possible. Donc, comment l'hôpital s'est adapté à ce nouveau mode de communication, d'échange avec les patients? Comment vous, je vais avec vous, professeur Suzanne, sur l'île. Comment sur l'île ça s'est mis en place? Puis ensuite, je viendrai vers vous sur Bicêtre, Rosine-Doiron. Alors moi, j'ai un premier commentaire. J'espère que ce n'est pas la FH de demain et l'hôpital de demain et les meetings de demain, parce que moi, je déteste passer ma journée en Zoom, ce que je viens de faire. Et donc, j'espère qu'on va revenir à des choses naturelles et humaines et non dématérialisées. Donc ça, c'est un commentaire personnel. Donc, même si ça rend bien des services. Donc nous, ça s'est imposé totalement à nous, comme à tout le monde, mi-mars, où l'hôpital était tout d'un coup envahi par une seule et même pathologie et une homogénéité
de patients admis avec exactement le même profil biologique et les mêmes signes. Et dans un premier temps, on s'est dit, bah, nous, finalement, puisqu'on a déprogrammé tout ce qui n'était pas urgent et qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on s'est même dit au CRC de Lille, tiens, on va aller aider les infectiologues. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on peut faire pour les aider. Ils ont l'air complètement noyés, dépassés. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a peut-être des questionnaires. On peut aller peut-être aider au SAMU. Ou on peut, voilà. Donc ça, c'était, je dirais, une semaine de mars. Et puis, très rapidement, on s'est rendu compte que ce n'était pas possible qu'on aille les aider parce qu'on avait du boulot dans nos CRC pour mettre en place le relais. Donc avec les téléconsultations, pour aussi, alors c'est pas le CRC, mais c'est un peu la filière, pour voir ce qu'ensemble on pouvait organiser comme veille bibliographique, parce qu'on était inquiets, comme point de rencontre régulier ensemble, donc dont la FH faisait partie, hein, pour discuter de ce qu'il fallait qu'on mette en œuvre, est-ce qu'il fallait diffuser des procédures au niveau national, au niveau européen même, au niveau régional, grâce aux plateformes maladies rares, on a rédigé assez rapidement un document pour toutes les pathologies rares pour essayer de diffuser dans les hôpitaux périphériques des recommandations de prise en charge. Donc, finalement, on n'a pas tellement aidé les infectiologues, on a été bien occupés. Et puis, alors je ne vais pas pouvoir vous la montrer parce que sinon vous n'allez pas me voir, mais grâce à des dons, on a eu des caméras. Donc là, moi j'ai une caméra de chez Boulanger. Ça a été, on a eu des gâteaux, mais on a aussi eu des caméras. Hein. On n'a pas eu que à manger pendant la première vague. Et très rapidement, des choses qui étaient inaccessibles, comme effectivement les téléconsultations, elles ont été possibles. On a démarré d'une semaine à l'autre avec une plateforme qui s'appelle Prédis, pour ce qui nous concerne. Donc, au départ, on avait un seul casque comme ça, vous voyez. Il a fallu qu'on mette des charlottes parce qu'il fallait qu'on se les repasse de praticien en praticien. Puis ça s'est organisé quand même un peu mieux. Il a fallu aussi qu'on explique à nos patients comment ça allait fonctionner, qu'il allait avoir un rendez-vous qui était pris par la secrétaire, qu'il fallait avoir une bonne connexion. Il y a des personnes qui sont assez réticentes à l'utilisation de ce moyen, mais néanmoins, on a démarré et puis on n'a pas arrêté depuis. C'est-à-dire que depuis maintenant, début avril, je pense, on a toujours une partie de nos consultations en téléconsultation. Alors, je ne sais pas trop ce que ça deviendra dans l'avenir. C'est certain que ça ne remplace pas un examen clinique, forcément. Ça ne remplace pas une prise de sang quand on a besoin d'un paramètre ultra spécialisé qui ne peut pas être fait dans un laboratoire de ville. Mais ça maintient un contact et il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut se dire à l'occasion d'une téléconsultation. Et puis, quand il y a la distance qui joue, ça peut être programmé relativement vite. On peut avoir des créneaux d'urgence, même si c'est quand même programmé la téléconsultation, que c'est dans un cadre, en ce qui nous concerne à Lille, sur une plateforme particulière, avec un compte-rendu particulier, avec des choses qui s'implémentent dans le dossier du patient, informatisé du patient. Malgré tout, il y a une certaine souplesse et je pense qu'on en gardera quelque chose. Voilà comment ça s'est mis en place. Merci. Et chez vous, docteur Doiron, sur Bicêtre? Écoutez, c'est exactement sur le même mode du jour au lendemain. Nous avions donc tout déprogrammé, nos activités de consultation prévues, toutes les chirurgies qui avaient été planifiées. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu quelques jours où on a commencé à essayer d'informer nos patients, à rassurer, à répondre à des questions qui donc arrivaient par le canal du téléphone. Et puis, donc, effectivement, cette modalité d'utiliser ces outils pour pouvoir, malgré tout, maintenir du lien, maintenir une certaine forme de suivi, parce que je suis d'accord que ça ne remplace pas totalement, bien évidemment, la consultation. Mais bon an, mal an, effectivement, on a donc programmé ces téléconsultations. Après les quelques jours où on avait extrêmement peu d'appels, puis ensuite, progressivement, les choses ont monté en puissance. Et on avait aussi un vrai problème initial qui n'est peut-être pas du tout le même à l'occasion du deuxième confinement, du confinement actuel. C'était qu'à l'époque,
l'époque, il avait été demandé à un certain nombre de personnels d'être le plus possible également en télétravail. Et donc, c'est vrai que les personnels du centre qui contribuent à l'organisation du centre, que ce soit des secrétaires, des attachés de recherche clinique, et même parfois entre nous, entre médecins, on a aussi développé des outils qui nous permettaient de travailler depuis notre domicile. Ça n'a pas duré très très longtemps parce que moi j'étais là tous les jours, mais c'est vrai que la technologie a quand même malgré tout permis de pouvoir instaurer ce genre de choses. Et puis, donc, ça nous a aussi contribué, cette modalité, à développer des outils propres. Notamment, on avait c'est très pratique, un espèce de cahier sur lequel tous les appels quotidiens sont régulièrement notés pour pouvoir assurer le suivi des demandes, qu'il s'agisse de demandes de soins, qu'il s'agisse de demandes d'ordonnance, de demandes de rendez-vous. Enfin, donc, c'était une espèce de Bible sur lequel chacun permettait de pouvoir suivre les différentes, la vie du centre en fait, hein, et la vie des patients qui venaient consulter. Donc ça nous a obligés à créer un outil spécifique qui maintenant est devenu un énorme outil et dont on ne se passe plus du tout. Le cahier noir qui nous servait de cahier de suivi des appels est à la poubelle. Nous n'en avons plus et nous avons donc un fichier qui nous aide énormément, non seulement pour la réponse au quotidien des appels au jour le jour, mais également tout ce qui concerne les planifications des chirurgies, le suivi des grossesses et un certain nombre d'outils qui nous aident finalement à fonctionner. En ce qui concerne la téléconsultation, c'est vrai que ça demande, indépendamment de l'outil technique, de s'approprier ces outils, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. C'est vrai qu'on s'est assez vite rendu compte que certaines personnes arrivaient très vite à utiliser ces outils, que d'autres étaient beaucoup plus en difficulté et que c'était peut-être pas forcément adapté évidemment à toute personne. Je pense à des personnes âgées, je pense à des personnes qui n'ont pas même Internet chez elles, je pense à également des personnes qui ne sont pas du tout confortables avec cet outil-là, elles ne sont pas à l'aise de pouvoir discuter et dialoguer au travers d'un écran, et donc c'est vrai que ça a posé quelques difficultés. De notre côté, ça a été également source de beaucoup on va dire d'investissement de temps, parce que pour planifier des téléconsultations, ça demande quasiment un job plein de pouvoir s'assurer qu'effectivement les conditions techniques sont remplies, de pouvoir donner un certain nombre de clés et de programmer, déprogrammer, ça ne convient plus comme heure, on est obligé de rechanger. Enfin, ça demande beaucoup de préparation finalement, donc en amont. Bon an, mal an, tout comme sur l'île, les choses finalement se sont instaurées, ont pu être installées. Et on a même été confronté à des situations où on s'était dit qu'on maintiendrait malgré tout des consultations en présentiel. Il y avait 3 principales situations qui étaient soit vraiment lorsqu'on avait besoin d'une biologie spécialisée, y compris en urgence, lorsque l'on avait des diagnostics sévères, donc des nouvelles découvertes de pathologies hémorragiques sévères. Ça, c'est vrai que c'était un peu compliqué d'organiser ça à distance. Et lorsque l'examen clinique n'arrivait pas à être, on va dire, approché par cet outil dit consultation, et où on avait vraiment besoin de se rendre compte dans le cadre d'un échange face à face habituel. Mais il y a eu à la fois ça nous a rendu énormément de services pendant cette première phase et cette première vague. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est resté au décours et donc que l'on utilise encore aujourd'hui et qui reste un outil qui permet de pouvoir continuer à faire un point de façon plus simple que de simplement être obligé de revenir au centre pour une consultation. Et c'est vrai qu'on l'utilise beaucoup, soit sur des consultations de débrouillage, par exemple, une anomalie découverte à l'occasion d'un bilan préopératoire, l'interrogatoire de ce qui peut avoir eu lieu avant, est-ce qu'il y a d'autres personnes atteintes dans la famille, quels sont les résultats biologiques déjà réalisés dans un laboratoire de ville. Finalement, ce premier contact peut déjà un peu être
éclairés par ce type de choses. Et ça peut être aussi en relais d'une consultation, par exemple un changement thérapeutique a eu lieu de dose ou de rythme d'injection et de faire un point quelques jours ou quelques semaines plus tard afin d'évaluer un peu les conséquences de ce changement et l'impact que ça a eu. Est-ce que c'était effectivement mieux? Est-ce que ça a convenu? Est-ce que c'était bien? Typiquement, c'est le genre de choses que l'on peut maintenant organiser dans le cadre d'une téléconsultation. On a eu aussi quelques déboires, on va dire des consultations, peut-être en pédiatrie, ça c'était un peu compliqué, évidemment. Je pense à quelques adolescents dont les rendez-vous étaient programmés plutôt fin de matinée à midi, mais qui n'étaient toujours pas levés. Donc là, c'était un peu compliqué parfois. On a eu aussi de très belles choses et des conversations que nous avons eues pour certaines personnes qui n'avaient pas de moyens vidéo, mais pour lesquelles la téléconsultation a été réalisée tout simplement par téléphone, et des conversations qui ont donné lieu à des échanges parfois très riches et dont je suis convaincue qu'un certain nombre de points n'auraient jamais été abordés en une consultation face à face et qui ont pu être dites alors que jamais elles n'auraient pu être dites autrement. Et donc ça a été des moments assez précieux et assez privilégiés, je dois dire, de pouvoir toucher parfois des choses qui étaient très, très importantes à dire malgré tout et à échanger. Voilà. On a eu quand même une annonce de diagnostic d'hémophilie sévère avec des parents quelques semaines après le début du confinement. Eh bien, ça s'est fait à distance, parce que c'est des personnes qui habitaient assez loin. Et même si les échanges ont pu être complétés par la suite, heureusement, en présentiel, au tout début, ça s'est passé uniquement par téléphone. Et finalement, les choses ne se sont pas si mal déroulées, et même sur des consultations d'annonce. Donc, les choses ont quand même, malgré tout, pu être instaurées. Très bien. Merci beaucoup pour ces deux témoignages. Alors, on va découvrir aussi les résultats, mais peut-être avant de découvrir ça, parce qu'il y a quelques questions là, et ensuite on va plonger de suite dans le résultat. Est-ce que aussi ce nouveau mode de consultation à distance, que ce soit visio ou téléphone, a aussi permis de renouer, je dirais, le lien avec certaines personnes, et je pense notamment aux personnes qui seraient atteintes de formes moins sévères, que ce soit en hémophilie ou en maladie Louis-Brandt ou pathologie plaquettaire, ou en tout cas qui n'avaient pas peut-être cette culture de venir près du centre aussi souvent que vous désiriez peut-être. Donc, est-ce que ce n'était pas aussi une occasion pour vous de renouer un petit peu? Est-ce que vous avez vu des choses, une évolution sur ce point-là? Oui, mais je vois qu'on est mûrs, Roselyne et moi, pour faire un pour-contre. Alors c'est qui pour le pour? Apparemment, ça a l'air d'être docteur Laurent. Les arguments pour et contre, c'est-à-dire ce que tu as dit, Roselyne, il y a des choses qui ne se seraient jamais dites à l'occasion d'une consultation. J'ai expérimenté ces jours-ci l'exactement inverse, c'est-à-dire que des choses douloureuses et difficiles qui n'auraient pas pu être dites. Bien sûr. Parce qu'on ne perçoit pas les mêmes choses quand on est en présence des personnes et quand on est en virtuel. Donc, je pense que vraiment, et c'est ce qu'on a mis dans le chat, que les deux sont complémentaires. Qu'évidemment, si c'est rien ou une téléconsultation, c'est mieux une téléconsultation. Ce qu'il faut, c'est absolument garder le lien. Et si c'est une personne qui n'a pas l'habitude de servir de visio et qui n'a pas envie de se servir d'une visio pour ne pas montrer son domicile, par exemple, et qui ne sait pas bien comment masquer son arrière-plan, il faut le téléphone. Tout est mieux que rien. Mais néanmoins, l'un ne remplace pas l'autre. Pas du tout. Alors, je vais abonder peut-être dans ton sens du contre aussi, parfois. C'est vrai que nous avons eu des échanges qui étaient rassurants dans le cadre de ces consultations par téléphone ou par visio pendant le confinement. Et nous avons eu ensuite des consultations en présentiel. Et c'est vrai que la constatation, par exemple, d'une amyotrophie qui s'était installée, par exemple sur un arrêt de la prophylaxie pendant la période du confinement, alors que en disant finalement je ne sors pas, je n'en ai pas besoin, et donc voilà. Mais on a vu aussi des arthropathies qui se sont aggravées par le manque d'activité physique qui n'était plus entretenue ou par des prises de poids tout simplement. Et c'est vrai qu'on a eu ensuite
dans les mois qui ont suivi, pas mal aussi de rattrapage nécessaire dans le cadre des consultations présentielles. Et puis, c'est vrai aussi que l'absence de biologie, nous qui avons une spécialité qui est tellement en interface avec la biologie, et avec quelques réserves sur parfois des résultats qui peuvent potentiellement être obtenus en ville. Alors, bon, un contrôle d'un taux d'hémoglobine dans un laboratoire de ville, ça ne va pas poser de problème. Un contrôle, en revanche, d'un taux de facteur Willebrand ou d'un taux de facteur 8 sur un laboratoire de ville avec des nouvelles molécules, c'est peut-être plus compliqué. Et donc, c'est vrai que ça nous a manqué beaucoup. Donc, ne pas avoir on va dire, ces garde-fous biologiques-là que nous avons, que nous utilisons beaucoup dans le quotidien de l'état des lieux des choses. C'est vrai que ça nous manque beaucoup. OK. Merci pour ces réponses. Marc, peut-être sur… Moi, je regardais un petit peu les réactions sur le chat. Et c'est vrai que sur ce point-là, alors je ne sais pas ce que va donner le sondage qui a été fait, mais qu'effectivement, la e-consultation ne remplace pas la consultation en présentiel. C'est-à-dire que c'est les deux, visiblement, et de l'avis des patients et de l'avis des deux personnes qui, entre guillemets, représentent le milieu médical aujourd'hui, les deux sont vraiment complémentaires. Alors, il y a une chose qui est quand même que moi j'ai notée, c'est que par contre, la consultation à distance, soit par téléphone, soit en visio, donne un accès plus facile pour des personnes qui ont des formes modérées d'une maladie hémorragique ou alors qui sont très éloignées de leur CRC. Ça, je pense que c'est important et qu'il faudra que nous, à FH, eh bien, on forme, on informe les gens sur ces possibilités-là. Par contre, le côté négatif, c'est qu'il y a un outil informatique à maîtriser. Tout le monde n'a pas des super connexions, tout le monde n'est pas super à l'aise face à un ordinateur. Voilà, et je dois dire que moi, je suis le premier dans ce cas-là. Et donc, voilà, ce qu'on appelle la fracture numérique, il faut faire attention que ça ne devienne pas, du coup, un frein pour aller dans ce sens-là. Sachant, je le répète, que moi, ce que j'ai lu dans toutes les réactions, c'est que les réactions en direct et les réactions sur le chat, c'est que l'un et l'autre sont complémentaires et que ça ne remplacera jamais une consultation au centre avec un examen clinique, avec une prise de sang et des examens qui sont nécessaires et qui ne peuvent pas forcément être faits effectivement dans un laboratoire de ville. Si je Très peux bien, Édouard. Oui, de rebondir. Justement, on ne va pas vous le proposer. Enfin, si une téléconsultation est proposée, dans notre esprit, je pense que Roselyne, tu seras d'accord, ce n'est pas du tout en remplacement, sauf si dans la période de confinement, mais à l'avenir, une téléconsultation, ce sera vraiment proposé en complément et pas du tout en remplacement. Et donc, il ne faudra pas le prendre comme une consultation bas de gamme, entre guillemets, pas du tout. Si c'est proposé, c'est justement que dans la prise en charge, c'est un complément à la consultation en présence, un complément qu'on aura jugé en commun bénéfique pour le suivi, hors période de confinement. Oui, je suis tout à fait d'accord et c'est quelque chose qui c'est très important aussi de pouvoir mieux les définir, les utiliser et d'en connaître les limites. Les avoir expérimentés dans ces derniers mois nous a éclairé aussi sur la façon de pouvoir les utiliser. Je pense que c'est un nouvel outil finalement qui peut, pour faire un point ponctuel ou pour débrouiller les tout débuts au départ, c'est un moyen parmi les autres, mais qui n'est absolument pas la panacée pour tout. Ça, on en est bien consciente, je pense. Oui. Oui, et moi je rajouterais qu'il faut aussi qu'il y ait une procédure, c'est-à-dire que le patient ne va pas à n'importe quel moment de la journée téléphoner, demander une visio ou demander un entretien téléphonique.
il faut quand même qu'il y ait une procédure. Ceci dit, justement, ça peut permettre une procédure qui soit plus rapide parce que parfois, on prend un rendez-vous au CRC et le rendez-vous ne peut être accordé que dans plusieurs semaines. Ça peut être gênant. Quand c'est le suivi, je dirais, ordinaire, bon, ça ne pose pas de problème. Quand il s'agit, par exemple, d'un souci, d'une question particulière, d'une inquiétude de la part du patient, on peut se dire que si le délai pouvait être ramené à quelques jours ou 1 ou 2 semaines, mais il faut quand même qu'il y ait une procédure qui soit posée, parce qu'on ne peut pas non plus envahir les CRC de demandes de téléconsultation. Je peux me permettre de compléter. Excusez-moi, je dois jouer le rôle de mon modérateur. Excusez-moi, professeur Suzanne. Il y avait Édouard Hamelin qui voulait juste peut-être mettre un point sur ça. Et puis ensuite, il y a plein d'autres questions. Donc, je ne veux vraiment pas qu'on laisse les questions en suspens, qu'on essaie de répondre. Mais je reviendrai vers vous, professeur Suzanne. Édouard. Merci Nicolas. C'était une question que je voulais poser à Sophie Suzanne et Rosière Doiron sur et réagir à ce que vous avez dit l'une d'entre vous. Est-ce que selon vous, donc, le nombre de contacts avec la fréquence des contacts et des liens avec les patientes et les patients a augmenté? Et si oui, quels ont été les effets, même si évidemment le recul est assez faible, puisqu'il n'est que de quelques mois. Et puis l'autre sujet aussi, Dr Doiron, vous avez parlé de la constatation chez un patient d'une amyotrophie, alors que vous en seriez peut-être aperçu plus rapidement si ça avait été une consultation en présentiel. Sur ce point-là précisément, quelles actions vous avez mises en place ou comment de ce fait vous abordez le sujet? Est-ce que vous mettez en place des programmes avec les patients, des contrats, comment ça se passe? Merci. Alors là, l'exemple que j'avais pris, il s'agissait vraiment d'un patient qui avait eu une téléconsultation pendant la période de confinement, puisque c'était les dates prévues de son bilan et qui ont été transformées en téléconsultation. Et toute téléconsultation, on ne les a pas considérées, et ça répond finalement à ce qui a été dit tout à l'heure, on ne les a pas considérées comme étant suffisants comme des suivis annuels. C'est-à-dire qu'on les a utilisés ponctuellement pendant cette période, avec des reprogrammations de consultations présentielles, en particulier pour le suivi des hémophilies sévères. Et donc, c'est à l'occasion de ce suivi ultérieur que l'examen clinique a mis en évidence cette amyotrophie qui d'ailleurs n'avait pas du tout été bien vue par la personne et qui était le résultat du score articulaire réalisé par nos kinésithérapeutes. Ce n'était pas énorme, mais c'était patent. Et donc, ça a permis ensuite de déclencher un certain nombre d'actions. Alors, ça touche aussi des situations que l'on connaît bien quand on les voit en présentiel, c'est-à-dire que lorsque l'on voit parfois une personne qui, le jour du bilan, a une hémarthrose et que l'on voit que sur le carnet, il n'y a eu aucun épisode hémorragique noté et que la personne ne se rendait pas compte le jour de la consultation qu'il y avait une hémarthrose, mais c'est juste l'examen clinique qui le retrouve. Donc finalement, ces saignements un peu méconnus, ça pose vraiment la question de ces saignements un peu infracliniques ou là, cliniques, on va dire, dépistés malgré tout avec l'examen fin, mais qui n'est pas forcément repéré comme étant un saignement par la personne. Et donc, c'est toute la question, notamment sur l'évolution vers les nouvelles thérapies, de comment vont être finalement reconnus des éventuels saignements infracliniques ou plus modestes finalement et difficiles à repérer, et quels sont les outils que l'on va mettre en place pour essayer de bien évaluer la santé articulaire lorsque l'on est sous ces molécules. Très bien. Alors, on va demander peut-être à Émilie Cotta de partager le résultat. On va me faire une analyse rapide et puis essayer de rebondir sur les questions. Je te laisse commenter rapidement, Marc. Voilà, donc
bon, sur la pathologie, donc on voit quand même majoritairement, ce sont des hémophiles qui sont là ce soir. Mais tout à l'heure, Nicolas vous donnera le lien pour tout le monde qui a déjà été diffusé pour pouvoir apporter une contribution quelle que soit votre pathologie, et puis aussi pour d'autres personnes, des proches, etc. Hein. Donc, les âges, ben, on voit que là, on a majoritairement plutôt des seniors, mais toutes les tranches d'âge sont représentées. Ouais. Et ça, c'est une chose qui est intéressante et il faudra vraiment que dans la consultation de tous les adhérents, on puisse avoir un peu les avis de tous les âges. Parce qu'on sait très bien que les préoccupations des uns ou des autres ne sont pas les mêmes. À moins de 19 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 70 ans. Hein, c'est une évidence à partir du moment où on a une maladie hémorragique. Je continue, Édouard ? Donc, alors, la distance, on voit que il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont assez loin de leur centre de traitement, de 100 à 200 km. Ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est relativement proche, 5 à 10 km. Mais en tous les cas, par rapport à la discussion qu'on vient d'avoir sur la e-consultation, c'est vrai que quand on habite à 50 km ou 60 km de son centre de formation, de son centre de soins, excusez-moi, on peut se dire, oui, une fois par an ou 2 fois par an, se déplacer, sachant que chaque fois, on se déplace pour une demi-journée, voire plus. Et par contre, si on peut avoir des consultations par téléphone ou par visio, ça peut être intéressant. Donc, il va falloir qu'au niveau de la FH, on travaille là-dessus et notamment sur le fait de former, de faire en sorte que les gens puissent utiliser ces nouvelles formes de suivi. Globalement, donc le traitement, ben, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en prophylaxie. Ça demande alors, la prophylaxie, voilà, ça réduit les soucis hémorragiques, mais ça demande un suivi qui est important. Donc là encore, les relations avec le centre de soins sont très importants et doivent être très fréquents, hein, même si on est en prophylaxie. Donc, il y a une demande de formation, d'information par rapport au traitement. Je pense que c'est vrai que ça évolue. Il y a eu plusieurs ateliers qui ont été proposés durant ce congrès qui montrent que ça évolue à une vitesse folle, une vitesse fantastique, et que oui, il y a besoin, il y a encore et d'autant plus besoin que nous soyons formés et informés pour pouvoir participer au choix de changer de traitement ou de poursuivre le traitement actuel. Alors, au niveau du carnet de suivi, là, on est plutôt dans le négatif, hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment très peu de personnes qui utilisent le nouveau carnet de suivi. Donc, si ce carnet de suivi est quelque chose d'important pour la relation entre les patients et les soignants, il va falloir qu'on travaille. Il va falloir qu'on travaille là-dessus. Sur ça, je me permets de rajouter, Marc, parce qu'on a eu une session spécifique sur ce sujet hier, et c'est vrai que ce nouveau carnet a été distribué il n'y a pas si longtemps que ça, et il est distribué lors des consultations, et comme les consultations physiques, voilà, on a bien compris, elles reprennent, mais elles ne sont pas toujours systématiques, donc ça prend un peu de temps pour la distribution de ce nouveau carnet de santé papier. Suivi papier. Donc, bon, ceci dit, il y a quand même
plus de 70% de gens qui en ont eu connaissance. Donc, ça veut dire que ça va petit à petit se mettre en place. On peut l'imaginer. Alors, par rapport aux consultations à distance, on a un tiers des personnes qui ont eu déjà des consultations à distance. On a vu qu'il y avait des avantages, que ça ne remplaçait pas les consultations en présentiel. Néanmoins, il faut qu'on l'intègre dans notre vision du soin, dans comment on intègre, nous, patients, au niveau de la FH, les soins, et que la consultation à distance, elle doit faire partie, elle est un des outils, je le répète, elle ne remplace pas, mais elle doit faire partie de nos préoccupations. Donc, la question ne permettait pas, bon, pour 66%, c'est incomplet, ça concerne aussi tous ceux qui n'ont pas, qui n'ont pas eu accès à une consultation. Donc, cette question-là, on peut pas, enfin, moi, de mon point de vue, on ne peut pas en tirer grand-chose. Simplement, sur ces 35%, on voit que 2 tiers ont trouvé que c'était très satisfaisant, 1 tiers satisfaisant. Voilà, bon, je pense que c'est quelque chose qui va se développer automatiquement et on pourra, à mon avis, affiner et puis former, hein, parce que besoin de formation ou d'information, ben oui, 2 tiers des personnes présentes ce soir et qui ont répondu au questionnaire disent oui, il nous faut des informations. Comment on fait? J'ai vu dans le chat que certains disaient, et l'AFH, par rapport à la fracture numérique, est-ce que l'AFH pourrait avoir un rôle à jouer, hein, pour aider les gens à participer à participer à des consultations à distance. Voilà. Alors, je ne sais pas, Édouard, tu veux rajouter des choses? Non, mais je pense que tu as bien commenté ces résultats et ils seront bien évidemment à prendre en compte pour, voilà, pour les futures actions de l'AFH à travers notamment très certainement le plan stratégique qui est en construction. Et il y a cette notion de formation, d'information dont nous parlons tout à l'heure qui ressort fortement avec les traitements. Et évidemment, il y a une actualité brûlante depuis plusieurs années sur les traitements dans les maladies hémorragiques rares. Et puis, le contexte actuel sur les fameuses e-consultations. Donc l'AFH va s'y atteler. Oui, voilà. Alors si vous me permettez, il y a quelques questions que je voudrais vous poser. Il est 53, le temps tourne, mais juste je voudrais revenir sur la e-consultation et tout à fait, l'AFH s'implique sur cette formation. En tout cas, il va y avoir une formation à la e-consultation qui va être proposée bientôt. Donc avec l'AFH et les professionnels de santé travaillent sur cette formation à distance pour vous permettre de bien préparer votre e-consultation. Donc, restez, je dirais, connectés, recevez la newsletter pour savoir lorsque cette nouvelle session d'éducation thérapeutique vont être disponibles pour tous. Sur le sujet de l'AFH, de demain, la question c'est comment faire venir les jeunes hémophiles. On parle des jeunes hémophiles, mais on peut parler des personnes des jeunes personnes qui sont concernées par une maladie hémorragique rare prennent le relais au sein de l'AFH, au sein du mouvement associatif. Et aussi, en parallèle, il y a une autre question qui fait comment, avec l'arrivée des nouveaux traitements, et on voit très bien que vraiment ces traitements apportent un changement très prononcé pour des personnes qui étaient assez concernées, en tout cas où la maladie était très présente. Et sans doute avec ces nouveaux traitements, la maladie va être moins présente. Comment ça va aussi créer cette nouvelle relation avec l'AFH
avec les centres. Alors peut-être, je viens vers vous, Marc et Édouard, pour essayer essayer d'apporter des pistes de réponse. Je ne sais pas si on peut apporter des réponses, mais par rapport à ce sujet-là. Alors, par rapport au sujet, donc oui, l'évolution des médicaments fait que des personnes atteintes de maladies hémorragiques ont de moins en moins de problèmes sérieux, graves. Néanmoins, le lien avec le CRC doit être maintenu. Et de la même manière que pour les personnes qui ont une forme modérée ou mineure de la maladie, de toute façon, le lien doit quand même être fait au minimum. Et justement, peut-être que la téléconsultation peut être un des moyens pour garder le contact. Et parce que du coup, la téléconsultation, que ce soit par téléphone ou en visio, peut être à la demande du patient, mais peut être aussi, de mon point de vue, à la demande du soignant, qui, à un moment donné, va dire ça fait 6 mois que je n'ai pas de nouvelles d'un tel, je vais lui téléphoner. Où il en est, comment ça va, son traitement prophylactique ou son… voilà. Hein, alors, je ne sais pas ce qu'en pense le professeur Suzanne ou le docteur Doiron, mais moi, il me semble que c'est une des pistes. Alors, juste peut-être pour compléter ce qu'a dit Marc sur les nouveaux traitements, je pense que plus que jamais, il faut être en lien ensemble pour être informé et se former sur ces nouvelles molécules, ces nouveaux médicaments, parce que voilà, nous avons la chance d'être entourés d'experts sur le sujet. Je pense notamment au Dr Baron, professeur Suzanne, mais ce n'est pas toujours le cas, parce que quand nous nous retrouvons aux urgences, quand nous nous retrouvons voilà, dans des situations où nous ne sommes pas entourés d'experts, ce qui veut dire que le patient, la patiente, les proches de patients doivent être en capacité de bien connaître ces traitements. Et c'est pour ça qu'il faut continuer, à mon avis en tout cas, à rester bien en lien, à toujours continuer à communiquer pour, voilà, pour être vraiment en capacité de continuer à être bien traité, je parle en termes de soins. Et voilà, c'est plus que jamais important. Sur les jeunes, moi, je vois régulièrement, à toutes les sessions et ateliers de l'AFH depuis le début du congrès, beaucoup de jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui sont présents. Donc, voilà, donc c'est très bien. Réjouissons-nous. Je pense qu'il y a un certain nombre d'actions qui sont organisées par l'AFH pour justement assurer le fait de pouvoir attirer les jeunes sur un certain nombre de sessions et d'ateliers. Mais évidemment, toutes les bonnes idées sont les bienvenues pour continuer et pour assurer l'avenir de l'AFH. Docteur Doiron, oui, vous disiez quelque chose sur les jeunes. Je vous voyais écrire. Je recrute pour vous. Merci. J'essaye. C'est un vrai sujet pour l'AFH, ce sujet-là. Je veux dire, la relève, entre guillemets, si on peut parler comme ça. Mais comment l'AFH peut s'organiser, et puis notamment aussi par rapport aux autres pathologies, hein, parce que on parle là d'hémophilie, mais ce n'est pas que, c'est les maladies vibrantes, les pathologies plaquettaires, les autres troubles très rares de la coagulation, et comment on peut essayer alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'être attractif auprès de cette population-là, auprès de ces gens-là, qui peut-être, mais qui ne se sentent pas du tout concernés aussi. Je pense que vous le ressentez aussi peut-être dans les centres de traitement, que ces gens-là, ils viennent parce qu'ils ont un accident ou ils ont une opération, mais sinon, ils ne sont peut-être pas concernés au quotidien et peut-être qu'ils veulent rester loin. Donc, comment aussi, on fait aussi entendre cette voix-là de ces personnes-là, parce que malgré tout, la maladie est là et des besoins, voilà, même si c'est spontané, il y aura des besoins. Et comment nous, on fait, comment on porte cette voix-là? C'est la motivation, c'est compliqué. Je pense que c'est intéressant parce qu'il y a des moments, on a l'impression, c'est-à-dire qu'il y a des moments de vie où ce genre d'action, de prendre part à, de contribuer à la communauté émerge.
il y a certaines personnes, ça n'émergera jamais parce qu'elles n'ont pas le temps, pas l'envie, pas l'environnement familial qui va accepter ça aussi, parce que ce sont souvent des engagements. Quand on vous voit tellement impliqués, on voit aussi que ce sont souvent finalement avec un investissement fort et qui finalement embarque toutes vos familles aussi. Donc, c'est des choses qui ne sont pas forcément simples. Mais de temps en temps, quand on sent cette fibre-là, en tout cas, moi, j'essaye d'en parler parce qu'en disant, savez-vous que... avez-vous pensé un jour à... voilà, mais vous savez que ça a beaucoup évolué. Je pense qu'aussi, tout le travail que vous faites d'expliquer vos actions et de structurer, de professionnaliser l'AFH aussi dans les connaissances, dans la contribution à toutes les instances finalement de notre communauté au sens global des choses, fait aussi que les patients, je trouve, se sentent de plus en plus concernés aussi par la production de connaissances, enfin, ce genre de choses. Et je pense qu'il y a différents leviers de motivation que l'on peut peut-être activer. Professeur Suzanne, vous voulez rajouter quelque chose? Oui, c'est une question compliquée parce que c'est un engagement individuel, c'est assez culturel, c'est affectif, c'est certainement beaucoup de choses. L'engagement dans un milieu associatif, vous êtes quand même les leaders, en tout cas nationaux. Il me semble qu'effectivement, il faut une pérennité dans vos actions et particulièrement dans la période qui va venir parce qu'on va avoir besoin d'être au coude à coude pour défendre les évolutions et donc oui, que les jeunes participent à des choix qui vont conditionner leur existence de façon extrêmement forte, oui, ça paraît important. Et pourtant, pour être très honnête, moi, je ne vois pas bien dans mon exercice comment recruter pour vous. Voilà, je ne vois pas comment mélanger les deux. Donc, oui, autant je pense que l'association, le milieu associatif, quel qu'il soit, a des valeurs humaines essentielles, et d'engagement personnel au sein de la collectivité, c'est essentiel. Alors, ça peut être, je ne sais pas par quel canal ça peut être. Moi, je ne vois pas je ne me vois pas, moi, la possibilité de recruter pour vous en consultation. Alors, c'est peut-être pas le mot recruter n'est peut-être pas le bon mot, mais je pense qu'il y a des pistes. En tout cas, bon, il est 21h03, donc il va falloir qu'on conclue. Mais je pense qu'il y a des pistes que l'AFH propose avec vous, les professionnels de santé, avec les centres de traitement à travers plusieurs canaux. Un, notamment, c'est l'éducation thérapeutique, c'est les PPR. Et ça, je veux dire que ce travail-là, cette inclusion des PPR dans les séances d'éducation thérapeutique, cette formation qu'on apporte, qui est aussi en binôme avec les professionnels de santé sur le 3e week-end, c'est une liaison forte. C'est la preuve d'un partenariat, de travailler ensemble. Et c'est à travers ces moments de présence, d'accompagnement. Et je pense que, honnêtement, de façon générale, le professionnel de santé, il apporte une vraie connaissance sur la pathologie, sur la prise en charge, mais le côté patient, le côté associatif, il apporte aussi le vivre avec, ce partage d'expérience, ce sentiment de ne pas être isolé, de ne pas être tout seul. Et bien souvent, ça fait, en tout cas à travers les rencontres que j'ai pu avoir, des événements de l'AFH et aussi pas que, avec les centres de ressources compétences à travers des sessions d'éducation thérapeutique, on voit que c'est des moments clés pour certaines personnes, pour certains patients, pour certaines familles. Et je pense que c'est pas une question de recruter, mais c'est une question d'exposer, je pense, d'exposer l'ensemble des personnes concernées par une maladie hémorragique rare à cette communauté-là et à ce mouvement associatif que nous faisons partie, que nous essayons de maintenir.
je crois que… Je voudrais juste rajouter une Vas-y. chose. C'est que, donc, on parle du projet associatif et du plan stratégique. Donc, dans le chat, vous avez le lien pour répondre au questionnaire, pour donner une contribution à titre individuel, en tant qu'adhérent, en tant que tout ce que vous voulez. Donc, ça a été dans le chat là, il y a quelques minutes. Voilà, il y a eu… Il est là aussi, il est sur l'écran. Voilà, et donc il y a un slide qui vient. Et donc, n'hésitez pas. Le groupe de travail qui travaille là-dessus, bon, on a parlé là du recrutement des jeunes, entre guillemets recrutement, de l'implication des plus jeunes. On a parlé de médicaments, on a parlé de relations avec les CRC. Tout ça, ça doit être dans le plan stratégique, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi plein d'autres choses. Mais n'hésitez pas à donner votre avis, à faire une contribution. Voilà. Très bien. Le mot de la fin à chacun. Professeur Suzanne, l'AFH de demain, perspective et comment vous voyez ça avec l'implication des professionnels de santé, la filière mémo et des CRC? Vous venez de tout dire. Je le vois exactement comme vous venez de le dire. Avec l'implication de tous, dans le respect des missions de tous et dans le respect de l'exercice de chacun ou du vécu de chacun. Donc oui, il faut qu'on apprenne à travailler ensemble et à respecter nos vécus et nos positions respectives. Et on est en train de faire un exercice très, 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 très formateur pour ça, à travers le carnet de santé, je pense. Merci, professeur Suzanne. Docteur Doiron. Oui, des visions du monde qui se rapprochent, on va dire, et au plus juste pour le bien des patients. Voilà. Merci, docteur Doiron. Édouard? Moi, ce que je voudrais dire, c'est que ce dont nous avons parlé ce soir, en fait, ce n'est qu'une étape et ça continue, notamment à travers ce projet associatif dont nous avons parlé. Mais voilà, je pense qu'il faudra refaire ces échanges que nous avons faits aujourd'hui pour avoir encore plus de recul parce que nous sommes encore dans le bain, je dirais, de cette révolution à laquelle nous devons faire face, le Covid, mais aussi les nouveaux traitements. Et donc, voilà, il faut que continuons encore à communiquer et faisons-le. Et je pense que l'AFH le fait très bien. Donc, merci à tous. Merci, Édouard. Et Marc? Moi, simplement dans la poursuite de ce que vient de dire Édouard, je dirais qu'il faut que nous, patients, associations de patients, on soit vraiment partie prenante avec des partenaires avec lesquels on doit avoir des relations fortes. On en a parlé là sur tous les sujets, que ce soit les médicaments, que ce soit la consultation, que ce soit les jeunes, etc. Donc, moi, je pense que dans le prochain projet associatif et le plan stratégique, c'est un point fort. Très bien. Mais merci à vous quatre. Vous l'aurez tous compris, participez, impliquez-vous sur le projet associatif, répondez au questionnaire qui vous a été diffusé et il est accessible sur le site de l'AFH. Vous allez le recevoir avec la revue. Je vous dis bonne soirée et je vous donne rendez-vous à demain soir. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir, à bientôt. Bonne soirée.